trouver en Amazonie, c'est l'Hevea, bien sûr. Plus rien à voir avec la forme de cactus. Et pourtant, c'est la même famille. Le même genre de latex, à part le fait que celui-ci est devenu une affaire. L'apparence cactiforme est en somme un état opportuniste, qui a été peu à peu adopté par deux familles de plantes étrangères l'une à l'autre, les cactus et les euphorbes. Stratégie adoptée sans se concerter, pourrait-on dire, sous des climats et sur des terres différentes, mais dans le même but, survivre dans l'aridité. Confrontés au même problème, cactus et euphorbes ont trouvé la même solution dans des continents différents. Comme ces hommes primitifs, qu'ils soient blancs, noirs ou jaunes, qui finissent par apprendre à fabriquer les mêmes outils de pierre taillée ou découvrir la poterie, sans s'être jamais vus, dans des continents différents. Mais les cactus et les euphorbes ont tout adapté, sauf leurs organes sexuels, qui sont restés proches de ce qu'ils étaient. Architecture type de la famille. Un pétale dressé, qu'on appelle l'étendard, chargé d'attirer l'insecte, et au pied de l'étendard, la carène, en forme de bateau, qui enferme les organes reproducteurs, avec deux protubérances. Ce sont des repose-pattes pour les bourdons. En y prenant appui, grâce à leur poids, ils feront s'ouvrir la carène. Aussitôt, des étamines longues vont jaillir et lui coller du pollen sur le dos. Et pour plus de sûreté, des étamines plus courtes vont lui en coller sur le ventre. Ah, ce n'est pas un bourdon qui arrive, c'est une abeille. Pas assez lourde pour déclencher le mécanisme. Mais elle s'acharne. Dès qu'elle arrive à entrouvrir un tout petit peu la carène, hop, ça marche quand même. Même une minuscule abeille sauvage finit par y arriver. Et elle se fait coller du pollen sur le dos comme une grande. Une autre famille de fleurs très facile à reconnaître, même pour celui qui n'est pas botaniste, est celle des labiées, du mot latin qui veut dire lèvre. La sauge des prés, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure, car la sauge est une vedette du show business de la pollinisation, son numéro mérite de passer en finale. En attendant, voici un piège pour les débutants. Franchement, on pourrait croire que le muflier, vulgairement appelé gueule de loup, est une labiée. Sa fleur aurait même les deux lèvres, assez gloutonne. Admirez comme elle a l'air d'avaler un bourdon. Eh bien, pas du tout. C'est une Scrofulariacée. C'est seulement pour vous dire que la botanique a ses pièges. Passons. On pourrait dire que pour ces familles de fleurs dites naturelles, le grand architecte des fleurs crée un prototype et s'amuse, pour varier un peu les modèles, à changer des détails, comme le musicien qui module sur un thème. Ainsi, il est visible que les 20 000 espèces de la famille des orchidées sont sorties des ateliers du même créateur. Elles évoquent ces architectes qui refilent à leurs clients le même pavillon, aux seules variations près exigées par le client. Il ne reste plus à celui-ci qu'à manifester sa personnalité dans le peaufinage du détail. Mais il y a pire.
les 3000 espèces d'ombellifères, où le même type floral est reproduit à l'infini sans la moindre originalité. Toujours la même forme d'ombelle, ou de parapluie si vous préférez, avec 3000 variantes. La plus connue est la carotte sauvage. La moins connue, et la plus spectaculaire qu'on puisse trouver, est la berce du Caucase, Heracleum montegasianum, jusqu'à 3,50 m de hauteur. Depuis qu'elle s'est échappée d'un jardin botanique, elle s'est répandue ici ou là. Mais si spectaculaire que soit ce géant, il est bâti sur le même modèle que les 3000 autres ombellifères, la grande berce, le fenouil, etc. L'architecte des fleurs a construit là des grands ensembles, ou du moins, disons, de la zone pavillonnaire. Même chose pour les 350 genres de crucifères, regroupant 4000 espèces. Toutes avec la même fleur en croix, comme la moutarde et le colza. Mais heureusement, la nature ne se limite pas à ce type de création industrielle. Il y a aussi, pour les fleurs, la création de luxe, à tirage limité. Ce sont les familles que les botanistes appellent familles par enchaînement. Là, tout change. Ainsi, la famille des renonculacées, dont le nom latin, ranunculus, vient de rana, en français grenouille. Parce que beaucoup de ces plantes aiment les lieux humides, et même l'eau. Il y a 4000 espèces de renonculacées, réparties dans le monde entier, mais souvent si différentes d'allure que seuls les botanistes savent leur trouver des dénominateurs communs. Trop compliqués à retenir d'ailleurs pour le simple amateur, mais qui révèlent à l'origine un même atelier de création. Voici la présentation de quelques-unes de ces créations de haute couture de la maison Renonculacée. Les modèles portent donc tous la même griffe, c'est-à-dire qu'ils gardent des caractères communs, justifiant leur regroupement par les botanistes. Mais il faut être un connaisseur pour reconnaître la patte du même couturier, ou si l'on préfère de l'ancêtre commun, car tous les modèles, ou presque, sont des créations originales. Pour la balade en montagne, on applaudit Capuchon des Moines. C'est l'aconite Napel, modèle très résistant, typiquement suisse. Mais attention, c'est un poison. Tout le romantisme de la montagne dans ce modèle délicat, Ancolie des Alpes. Et voici Fleur des Grenouilles, une sortie de bain pour le bord des ruisseaux, de son vrai nom le Calta, faux bouton d'or des marais. Ah, voici elle les bords, un modèle pour dormir. Les anciens Grecs s'en servaient pour calmer les fous, ceux qui les assommaient. C'est en fait un puissant narcotique. Maintenant, Nigel, un modèle très allurant. Une graine de Nigel en Orient donne le cumin noir pour le pain d'épices et aussi pour le mélange 4 épices. Très attendu, voici le clou de la collection Renonculacée. Clématite, un succès mondial, très applaudi. Mais nous devons rendre l'antenne pour quelques instants. À vous les studios. Il serait trop long, en effet, de présenter les 4000 modèles de haute couture de la maison Renonculacée. Mais parmi ces 4000 modèles, on en distingue 400
qui, tout de même, là, se ressemblent très nettement. Ce sont, à proprement parler, celles qu'on appelle les 400 renoncules. Disons que la maison renonculacée crée en majorité des modèles de haute couture, mais consacre un dixième de sa production à une boutique de prêt-à-porter. Eh bien, voici la vedette extrêmement populaire de la ligne de prêt-à-porter Renoncule, le célèbre bouton d'or. Pour se baigner, voici Renoncule des rivières. Ce modèle très pratique possède à la fois des feuilles aériennes et des feuilles immergées. Ah, voici Grande Douve, un modèle pour le bord des plans d'eau. 1 mètre de hauteur, beaucoup d'élégance. Renoncule asiatique, un modèle très vendu, populairement connu sous le nom d'anémone des fleuristes. La souche par laquelle on la reproduit s'appelle, comme par hasard, une griffe. Voici un modèle dont il est très difficile, à vrai dire, de se débarrasser. Renoncule scélérate. Elle infeste les moissons, d'où son appellation, scélérate. Pour la haute montagne, voici Renoncule des glaciers, un modèle qui se porte admirablement jusqu'à 4000 mètres d'altitude. Enfin, pour la montagne plus accessible, pour ce qu'il est convenu d'appeler la montagne à vaches, voici Boule d'Or, le troll d'Europe. En fait, une vache n'y toucherait pas pour un empire. Ce modèle de femme fatale est encore plus empoisonné que le bouton d'or. À vous les studios. En somme, les sociétés de fleurs sont comme les nôtres. On y trouve d'une part des sociétés sclérosées. Ce sont les familles de fleurs à prototype unique qui n'ont plus l'air d'évoluer. Et on y trouve d'autre part ces familles par enchaînement, comme celle des renonculacées, qui sont des sociétés qui préservent la création individuelle et ce que nous appelons le droit à la différence. Or, voici qui peut nous amener à réfléchir à nos sociétés humaines. Les sociétés de fleurs qui n'évoluent plus sont parfois parmi les plus évoluées, comme si l'évolution, parvenue au sommet, butait sur un cul-de-sac, pour plus tard repartir ailleurs. Ainsi, dans la famille très évoluée des labiers, la nature a réussi à mettre au point, pour la sauge des prés, un numéro qui est l'un des sommets du hit-parade de la botanique. Pour obliger le bourdon à la féconder, elle a créé pour la sauge un super système de balancier. Explication du système. Le nectar attire le bourdon au fond de la fleur et voilà le travail. Premier temps, les étamines de la sauge viennent coller du pollen sur les poils du bourdon pour qu'il l'emporte sur une autre sauge, où il se passera le phénomène inverse. Cette fois, c'est l'organe femelle qui vient chercher du pollen sur le dos du bourdon. La sauge a réglé son balancier à pollen en fonction du poids et de la longueur du corps du bourdon. Avec les abeilles sauvages, qui sont un peu plus grosses que les abeilles domestiques, le système fonctionne encore, mais tout juste. De la part de la sauge des prés, c'est une merveille d'adaptation au partenaire qu'elle a manifestement choisi et qu'elle préfère, le bourdon. Des merveilles de ce genre, dans l'aventure des plantes, nous n'avons pas fini d'en voir.